Je te remercie. Et Didier, comment ça va? Ça pète la forme, ça pète la forme. Je vois que toi aussi. Yes. Bon, on a réussi à se retrouver en rendez-vous en live, en streaming, pour parler de Yes. quoi? Pour parler de communiquer pour vendre et c'est super, on a affaire à des experts aujourd'hui de la communication commerciale, donc on va pouvoir, tous s'exprimer sur le sujet et puis répondre aux questions qui viendront au fur et à mesure du live. J'ai envie de donner la parole pour commencer à Oureille, si tu es d'accord Didier? Oui, oui, avec plaisir. De toute façon, j'ai pas le choix. Je taquine, je taquine. Oureille, j'ai envie de t'entendre aujourd'hui sur comment communiquer efficacement pour vendre à des fins commerciales. Je suis sûre que tu as 1 million de choses à nous dire à ce sujet. En effet, après, c'est vrai que la question, on va dire, on peut la prendre sous différents angles d'approche, tu vois? Mais si déjà il y a des personnes qui sont avec nous en live, bienvenue à vous. Je vous invite à nous dire dans les commentaires d'où est-ce que vous venez et qu'est-ce que vous faites tout simplement dans la vie. Et par rapport à la thématique d'aujourd'hui, est-ce que vous avez des questions que vous vous posez et que vous aimeriez qu'on puisse répondre, notamment tous ensemble avec Didier, Nathalie et moi-même? Sinon, je sais qu'également, on prépare un événement de dingue qui arrive bientôt. On est à peu près à 1 semaine. On a commencé à en parler. Exactement. Et donc, effectivement, l'idée de ce live aujourd'hui, c'est de pouvoir apporter, on va dire, quelques pépites pour donner l'eau à la bouche, afin que vous puissiez avoir envie, en tout cas, d'aller encore plus loin et de participer à cette journée fantastique avec nous, la journée du 16 novembre prochain, pour le grand sommet de la motivation, dans lequel on pourra, je pense, aller encore plus dans les détails par rapport à cette thématique-là et plein d'autres. Mais effectivement, la thématique globale reste sur la thématique de la communication, parce que, comme vous le savez, savoir communiquer en tant qu'expert, en tant que leader, ce n'est pas une option, en fait. C'est juste indispensable. Je pense que les personnes les plus puissantes du monde, les plus influentes, les plus inspirantes, un des points communs, c'est qu'elles savent communiquer. Donc, si jusque-là, la communication pour vous, c'était une option, va falloir revoir tout ça. Alors, on a Philippe qui nous dit bonjour, bonjour à toi Philippe, welcome. Salut Philippe, salut. Et n'hésite pas à poser tes questions. Alors moi, j'ai préparé Oureille comme base d'échange et Didier, une petite mind map que je vais essayer de partager. Salut Maryse. Salut Maryse. J'ai créé une petite mind map avec les erreurs les plus fréquentes quand on essaye de communiquer pour vendre et des recommandations. Tout ça est assez générique et méritera d'être approfondi par vous, mes experts, en notre présence. Dans les principales erreurs de la communication commerciale, il y a le fait de trop parler de soi, par exemple, de son parcours ou de son produit, et pas assez du besoin, de la douleur ou du désir de la personne qui va nous écouter ou nous lire. Trop parler de soi et ne pas savoir se défocuser de sa petite personne. Il y a aussi le fait de ne pas respecter quelque part le consentement, c'est assez à la mode le respect du consentement et c'est super important également dans la vente, en essayant de forcer finalement la vente sans avoir vraiment envie de comprendre les besoins de la personne. Il y a aussi les promesses trop floues, pas assez spécifiques, le fait d'utiliser des arguments qui soient un peu hors de propos ou dépassés. Le fait aussi de ne pas parler, des points faibles de sa solution et simplement, en fait, mettre en valeur les qualités en espérant que la personne ne verra pas les éventuels défauts, ce qui, n'arrive jamais. De la solution. Donc autant parler, des avantages et des inconvénients de la solution, qu'on propose et enfin négliger la personnalisation et ne pas s'adresser spécifiquement à la personne, pas utiliser son prénom, finalement pas la prendre en considération et parler un petit peu comme ça dans le flou. Je vous propose que, sur cette base-là vous fassiez éventuellement un petit commentaire. Est-ce que ça vous a inspiré quelque chose, Oureille, Didier? Oui, plusieurs choses d'ailleurs. Je vais commencer tranquillement.
Déjà, le premier point, la première erreur, effectivement, que tu as notée, qui est le fait de parler uniquement de soi et de son produit. Souvent, Ouais. j'aime bien dire une chose, c'est qu'en réalité, quand tu veux vendre, ce n'est pas à propos de toi, c'est à propos du client que tu veux servir. Donc, c'est vrai qu'une erreur ou un cliché, une idée reçue qu'on voit souvent, c'est de penser que les bons vendeurs ou les bons vendeurs sont tout simplement des bons tchatcheurs. Il y a souvent, tu vois, ce cliché-là de plus je sais parler, plus je sais blablater, etc., plus ça veut dire que je suis un bon vendeur. Et en fait, c'est complètement faux, dans le sens où un excellent vendeur, pour moi, c'est une personne qui sait déjà écouter. Par contre, écouter non pas pour répondre, mais écouter pour comprendre. Parce que si tu comprends, à ce moment-là, tu pourras ajuster tes arguments et ce sera beaucoup plus pertinent ensuite d'apporter la bonne information à la personne que tu as en face de toi pour qu'elle comprenne que tu es la solution à son problème. Donc écouter pour comprendre, pas forcément écouter pour répondre. Il ne s'agit pas d'attendre qu'on nous donne la parole. Exactement. Tout à fait. Moi, je partage entièrement ce que Aureille est en train de dire. Déjà, je trouve très intéressant le fait que tu as préparé, Nathalie, un espèce de canevas, tu vois. Quand tu as sorti ça, je me suis dit, c'est bien préparé, dis donc, Nathalie. Oui. Bah, c'est super. Bah, je suis du même avis qu'Aureille, c'est-à-dire que aujourd'hui, de toutes les façons, la vente, ce n'est plus comme dans les années 50, les années 80 et tout. Aujourd'hui, le prospect, le potentiel client est tellement renseigné. C'est-à-dire qu'avant, comment il vient nous voir, il a tellement d'informations sur le sujet, sur son problème. Il a déjà consulté tellement d'articles, tellement de blogs, tellement de vidéos sur le sujet. Raison pour laquelle, en tant que vendeur, ok, on va dire ça comme ça là, en tant que vendeur, en tant que entrepreneur, il est important pour nous que notre expertise, à ce moment-là, elle soit véritable en fait. C'est la raison pour laquelle, oui, parler de soi, c'est une perte de temps, même si c'est important pour un début, parce que on ne fait pas affaire avec une personne qu'on ne connaît pas. D'où la raison pour laquelle il faut quand même se présenter, mais c'est pas le centre de la rencontre. C'est de pouvoir montrer à l'autre déjà qu'on est compétent, mais surtout qu'on a les outils, on a le canevas qui pourrait l'aider à résoudre son problème. Parce qu'aujourd'hui, je pense que tu l'as dit d'une certaine façon, et Aureille aussi, aujourd'hui, je crois qu'on souffre d'un véritable problème, c'est le manque de compétences. Aureille l'a dit d'une certaine façon, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui brassent de l'air. Et c'est ça le problème, c'est que quand on est face à des personnes qui brassent de l'air, ils disent tout et n'importe quoi, ça peut embrouiller finalement le prospect et qui peut prendre une décision, la regretter après. Alors qu'aujourd'hui, quand on est expert et qu'on s'attaque à un problème, mais parce qu'on a tellement étudié ce problème et qu'on a une solution, ben c'est sûr que c'est facile de se vendre, c'est facile que les gens nous achètent, mais surtout, le plus important, et je pense que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, le client, après avoir fait affaire avec nous, il est content, il est heureux. Et c'est ça que nous on veut en fait. On n'a pas envie d'avoir quelqu'un qui va nous faire confiance une fois. On veut une personne qui va nous faire confiance tout le reste de notre vie. D'où l'importance non seulement de parler de notre solution, de régler son problème beaucoup plus qu'il l'imagine en fait. Donc je suis tout à fait d'accord avec ce point de vue, Nathalie. Donc il y a un sujet fidélisation client finalement. En apportant une solution qui satisfait pleinement la personne et qui est adaptée à la personne, on augmente ses chances d'avoir une véritable fidélisation client. Ah ouais, c'est ça. Oui, Aureille. Oui, tout à fait. En fait, il faut vraiment, pour moi, en tout cas, sortir de vouloir faire des ventes one shot. C'est-à-dire, le client achète une fois et puis après, c'est fini et on ne construit pas une relation durable. Je pense que les entreprises les plus prospères du monde aujourd'hui sont les entreprises qui ont réussi justement à créer un climat de confiance dans lequel le client se sent en confiance pour pouvoir également continuer, en tout cas, à consommer d'autres, notamment produits ou services s'il le souhaite. Et je précise bien s'il le souhaite parce que la deuxième erreur que tu nous as partagée, c'est, on le voit souvent sur le marché, forcer la vente sans comprendre les besoins réels. Et souvent, les gens disent, moi, j'ai pas envie d'être perçu comme un vendeur parce que j'ai pas envie de forcer les gens à acheter.
Et en fait, on pense que vendre, c'est convaincre, c'est-à-dire forcer les gens à agir contre leur gré. Et en réalité, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que pour moi, la vente devient un jeu quand tu arrives justement à mettre en place en fait des stratégies, des leviers pour donner envie aux clients d'acheter. Donc penser que tu dois convaincre pour vendre, en fait, ça va même pour moi à contresens de l'idée même de la vente. Il s'agit plus de donner envie que, finalement d'une lutte, d'un combat. De donner envie de venir et revenir, faire affaire avec soi. Parce que la personne comprend, une fois de plus, que ta solution peut vraiment transformer sa vie ou impacter positivement, tu vois, son quotidien. Et c'est là toute la nuance. Concernant le fait de parler de soi, on peut le faire si c'est un moyen finalement de parler de sa solution. C'est un chemin finalement, mais ça ne doit être qu'un chemin pour parler de sa solution. Parler de soi pour parler de soi, ça n'a pas beaucoup de sens. Ouais, je pense honnêtement que oui, c'est important de parler de soi parce que dans tous les cas, ce que j'aime bien dire, c'est qu'en réalité, les gens n'achètent pas ce que tu fais, mais qui tu es. Par contre, il y a parler de soi dans le sens où poser le cadre, qu'on puisse comprendre finalement qui tu es, qu'est-ce que tu fais, etc. En gros, ton expertise, ta légitimité, si je peux dire, par rapport à ce que tu proposes. Et par contre, imaginons que tu as l'occasion de faire une intervention au grand sommet de la motivation. Par exemple, comme le 16 novembre à Paris, Novembre prochain. on va vous mettre ça en lien. C'est ça. Mais par contre, que pendant 15 minutes, tu ne parles que de toi, là, à ce moment-là, les gens décrochent. Et des fois, j'ai participé à des interventions, à des conférences, où moi-même j'étais intervenante, et je voyais les 6 intervenants passer, et à chaque fois, ils parlaient que d'eux. Mais à aucun moment, ils se sont intéressés à leur audience, et finalement, ça, c'est la pire manière de vendre. Imaginez un date où vous faites que parler de vous. Voilà. Votre avis, ça va avoir quel effet? Ouais, ben ça dépend. Il y a certaines personnes qui peuvent kiffer. Hein. Tu sais, il y en a qui sont doués là pour parler d'eux et tout. Mais c'est surtout qu'ils inventent à un moment des histoires qui n'ont rien à voir avec leur vraie vie là. Mais on est d'accord là-dessus. C'est juste pour faire une petite boutade. Oui, on est d'accord là-dessus. Et c'est moi ce que je trouve encore plus pertinent, même avec ce qu'on est en train de dire là, et vous l'avez évoqué tout à l'heure. Mais c'est un truc qui est tellement subtil, on le dit, mais j'ai l'impression que souvent on le comprend pas assez. C'est que le produit, on s'en fout. C'est qui compte en réalité en arrière-plan. En réalité, c'est la personnalité, c'est toute l'aura qu'il y a derrière le produit, toute l'aura qu'il y a derrière la personne. Et c'est souvent quelque chose qu'on oublie en fait. D'où l'importance de la présentation dans une petite, en termes de pourcentage, on va y aller, c'est peut-être 5 à 10%. Mais toute l'aura, c'est la compétence, c'est le fait que je maîtrise mon sujet, je maîtrise mon produit, je maîtrise la qualité. Et je crois que on nous achète aussi parce que on transpire une certaine confiance quand on est en train de parler de notre produit et de notre service. Et toute cette confiance-là peut donner l'illusion à ceux qui ont des difficultés à se vendre qu'il faut parler de soi. Non. C'est pas parce qu'on a confiance en nous que il faut mettre beaucoup plus de temps pour dire à quel point on est extraordinaire, à quel point nos produits sont, je sais pas, géniaux. Non, le fait qu'on nous trouve professionnels, qu'on nous trouve vraiment calés, c'est parce que on dégage une aura de professionnel. Et cette aura de professionnel, elle vient de, je viens de le dire tout à l'heure, la compétence, qui je suis, ma façon de me présenter, la façon d'écouter le client, l'expertise que j'arrive à ressortir. Et tout ça, c'est encadré par un truc fondamental, la qualité de ma communication. La qualité de ma communication. C'est la raison pour laquelle, quand on est un très bon communicant et qu'on vend très bien, on vend très bien parce que ça coule de source en fait. Je suis sûr que souvent on est arrivé à vendre quelque chose sans avoir envie de vendre. C'est-à-dire qu'on est juste en train de partager notre truc et les gens ils disent ça m'intéresserait. Mais pourquoi? Mais parce que on a juste un certain alignement. On aime ce qu'on fait, on est passionné, on a des résultats. Et la vente, elle se fait toute seule, en fait. D'où l'idée que j'aime beaucoup, Oreille, c'est un jeu en réalité. C'est un jeu en réalité. Mais ça commence à devenir un problème quand on a des difficultés à
à se mettre en avant, à mettre en avant notre produit et même parce qu'on parle d'expertise là, mais le problème aussi, c'est qu'il y a certaines personnes qui ont des difficultés à assumer le fait qu'ils sont bons dans ce qu'ils font, que leurs produits sont géniaux. Et ça, c'est pas facile quand même à accepter. Je sais pas ce que vous en pensez, mesdames, mais je trouve que c'est un sujet quand même. Oui, les gens ont peur qu'on pense qu'ils se vantent, qu'ils se la C'est ramènent pas et ça peut être très, très mal vu. Ça peut être vu comme un mouvement qui est, très, très égotique et ça, c'est vrai que c'est stigmatisé. Souvent, les gens se moquent, et cetera. Donc je pense que la peur sous-jacente, c'est une peur du jugement d'autrui et d'avoir l'air de se vanter. C'est pour ça qu'il est beaucoup plus puissant de montrer qu'on est bon sans forcément le dire, c'est-à-dire sortir un peu du déclaratif et entrer dans la démonstration, en fait, et que ça se voit finalement par nos résultats, par la valeur qu'on apporte, la manière dont on procède. Oreille? Ouais, c'est exactement ça. Ça me permet de rebondir sur notamment Mariama Diallo qui dit c'est surtout qu'on est convaincu de nos services et qu'ils vont aider notre client. Et c'est vrai que ce que tu as dit, Didier, c'est que souvent, beaucoup d'entrepreneurs, en tout cas je vois, ne sont pas vraiment convaincus à 100% que leur solution va transformer du coup la vie de leurs clients et que c'est la meilleure solution du monde. Et c'est vrai que là où la plupart du temps on pense que pour bien communiquer, il faut convaincre, en fait pas du tout. C'est nous-mêmes qui sommes convaincus et qui transpirons cette conviction que forcément, en s'exprimant, on donne envie aux gens, une fois de plus, d'acheter. C'est du Mmh, transfert de conviction. c'est C'est ça. sûr que si on manque de confiance dans notre solution, ça va se percevoir de 1000 manières, dans le ton de notre voix, dans notre posture et on va se trahir d'une manière ou d'une autre. Donc c'est vrai qu'il y a la question de fond à se poser. Est-ce qu'on est vraiment convaincu d'apporter la bonne solution aux bonnes personnes? Ouais, parce qu'il faut pas qu'on se berce d'illusions non plus pour les personnes qui sont en train de nous écouter. C'est que euh, les gens, quand ils viennent, ils ont une peur. Quand ils viennent nous voir, il y a une peur qui est importante chez le prospect qui veut faire affaire avec nous, c'est d'être trompé. Parce que dans son histoire personnelle, il a eu affaire à des gens qui lui ont raconté des salades. C'est la raison pour laquelle, quelque part, pour nous, en tant qu'entrepreneurs, c'est important justement d'avoir cette conviction-là, mais parce que on a une éthique, parce qu'on est professionnel, mais surtout parce qu'on s'est préparé, en fait. Parce qu'on s'est préparé. Et quand on se prépare, c'est sûr que quand on arrive devant le client, euh, ben, il faut transpirer la confiance. Mais cette préparation-là, c'est pas, comme Auré disait tout à l'heure, c'est pas je brasse de l'air là. C'est que j'ai compris c'est quoi votre problème, je vous écoute, j'adapte. Et surtout, et ça c'est souvent quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, il y a vraiment une question d'honnêteté. D'honnêteté, c'est-à-dire que je suis conscient de votre problème, voici comment on peut vous aider, et voici jusqu'où, tu le disais tout à l'heure Nathalie, c'est quoi les limites. Mais c'est sûr que en travaillant avec nous, en achetant ce produit, voici ce que ça vous permettre de résoudre. Et bien sûr, c'est-à-dire que moi, je crois que le prospect, pardon, il a besoin d'être rassuré parce que il a vécu tellement d'histoires horribles. J'imagine que Irène doit avoir tellement d'histoires de clients qui ont dépensé, que ce soit pour la maison, que ce soit pour un coaching, que ce soit pour n'importe quoi. Parce que Ouais. quand un client vient nous voir, un prospect vient nous voir, il a des rêves, il a un problème, peut-être qu'il empêche de dormir, et il compte sur nous pour résoudre ça. D'où la notion d'éthique, d'honnêteté et une très bonne préparation pour justement servir au mieux. Et comme je le disais tout à l'heure, je le répète parce que c'est hyper important, quand on a un client, c'est pas pour une fois. Quand on est doué dans ce qu'on fait, les plus grandes entreprises qui durent 5 ans, 20 ans, 30 ans, 100 ans, c'est parce qu'ils ont bâti leur réussite sur un mot, et Maryse l'a dit tout à l'heure, c'est l'excellence. L'excellence. Et pour être excellent, c'est même plus la vente, c'est de prendre soin du client pour résoudre ses problèmes et se poser tout le temps les questions, comment je peux l'aider, comment je peux améliorer le service et tout. C'est vraiment être dédié à son client. Et c'est pour ça que ça devient facile après de vendre, normalement. Finalement, c'est comme en amour, quoi. Les gens ont été souvent abusés 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il faut recréer de la confiance. Yes. Et souvent, je dis d'ailleurs que la vente, en réalité, c'est de la séduction.
C'est-à-dire que tu dois séduire finalement ton client et c'est ça, en fait, lui donner envie. C'est exactement ça. Donc non, franchement, pour moi, il faut sortir vraiment des clichés, de tout ce qui est forcing, de tout ce qui est convaincre, de tout ce qui est c'est censé être fluide, en fait, comme dans une danse, tu vois? Si vraiment tu es là à l'écoute, de ton client potentiel, que tu es là vraiment pour comprendre, tu vois? Ses enjeux, ce qu'il vit. Parce que les gens achètent toujours pour 2 choses, hein, s'éloigner d'un problème et se rapprocher d'un désir. Donc toi, ta mission, c'est simple, c'est d'aller creuser finalement qu'est-ce que vit cette personne au quotidien, qu'est-ce qui la frustre et cetera. Qu'est-ce qui l'empêche tout simplement d'aller là où elle veut, tu vois? Et ensuite identifier et aller chercher qu'est-ce qu'elle veut qu'elle n'a pas encore. Et quand tu arrives à faire ça, tu trouves du coup une solution qui permet de le faire. Et je rebondis sur le commentaire notamment de Abdelhamid qui dit: «Je ne vous vends pas un produit ni un service, mais je vous vends la solution à votre problématique», tu vois? Hmm. Et c'est là où je peux me permettre d'ajouter quelque chose aussi par rapport à ça, c'est que en tant qu'entrepreneur, ce qu'on est en train de dire là, c'est bien. Moi, c'est des trucs que j'avais compris à un certain moment, mais il y a un truc qui me bloquait, je l'ai évoqué un peu tout à l'heure, c'est que c'est pas si facile que ça de vendre connaissant tout ça, parce que il y a une grosse peur que on a la plupart des gens, c'est le rejet. C'est-à-dire, je suis doué dans ce que je fais, j'ai un outil, je sais que ça donne des résultats, mais je suis tellement inconfortable avec le refus, avec le rejet, parce que quand on me dit non, j'ai l'impression que c'est toute ma personnalité qu'on est en train de rejeter, que c'est toute mon expertise qu'on est en train de rejeter. C'est la raison pour laquelle il y a certaines personnes qui sont douées réellement, ils ont un énorme potentiel, mais au niveau de la vente, il y a tellement d'enjeux pour eux, ils se crispent, ils se coincent, ils sont pas bien préparés, un peu comme s'il y a une sorte d'auto-sabotage. Et quand on est en train de vendre, l'idée c'est pas d'être le meilleur ou la meilleure. Ce n'est pas ça. C'est pas que le truc soit tellement beau. Souvent on oublie que Steve Jobs, quand il a présenté le Macintosh, la première fois, il fonctionnait pas complètement, il y avait quelques problèmes. Souvent, on oublie que quand il a présenté l'iPhone, il y a la fonction copier-coller qui n'existait même pas encore. Ça n'a pas empêché que ce soit un succès retentissant, mais parce que quelque part, il faut aimer ce qu'on fait, mais surtout, et c'est fondamental, aimer profondément les gens. Les plus grands vendeurs que moi j'ai eu le plaisir de rencontrer, millionnaires et tout ça, ce sont des gens qui aiment les gens. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas avec l'idée de je veux vendre. C'est pas ça leur objectif. Leur idée, c'est je veux apporter des solutions aux gens que j'aime, en fait. Et je pense que souvent, c'est une notion qu'on oublie. Parce que si on est juste sur je veux vendre, dès le moment où ça ne se passe pas comme on veut, on remet tout en question, on a peur, ça devient une question de performance. Et je pense que c'est là où ça devient un problème. En tout cas, les amis, c'est un sujet très important qu'on est en train de parler là. Venez au Grand Sommet de la Motivation, ça va être une dinguerie, les amis. Une dinguerie. Exactement. Et c'est vrai que remplacer finalement, pour moi, je dis souvent à mes clients, la meilleure manière de vendre, c'est justement de ne pas chercher à vendre. Mais c'est de chercher à comprendre, en fait. Parce que si tu comprends naturellement et que tu sais que ta solution pour résoudre une fois de plus le problème de la personne ou l'amener là où elle veut, en fait, tu vas la positionner logiquement, mais il n'y aura pas, en fait, si tu veux, cet enjeu-là. Tu vois? Et donc souvent, en fait, les gens sont crispés parce que, en fait, en plus, ils sont focalisés sur eux. Pour moi, tu vois, quand tu me dis, par exemple, j'ai peur d'être rejeté. Non, mais allô, là, tu es en train de mettre le focus sur toi. Et en réalité, tu n'es même pas connecté à ta mission primaire en tant qu'entrepreneur qui est d'être au service de tes clients. Donc, quelqu'un qui me dit j'ai peur d'être rejeté, j'ai peur d'être critiqué, j'ai peur de ne pas être aimé. Une fois de plus, le focus, il est sur ton petit nombril. Et je pense que si tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, it's not about you. Ce n'est pas à propos de toi. C'est à propos du client que tu veux servir. Donc déjà, déplace le focus. Tu verras qu'il n'y aura plus ce truc de j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. C'est OK, comment je peux servir mon client? Parce que je suis une fois de plus convaincue que la solution que je propose peut transformer et impacter positivement sa vie. Tu vois, donc déjà, on déplace le focus. Autre chose par rapport à cette notion, notamment de est-ce que tu aimes vraiment tes clients? D'ailleurs, c'est la thématique de mon dernier Reels que j'ai fait. Je disais, mais en fait, on va parler aujourd'hui un peu d'amour. Et est-ce que tu mets vraiment de l'amour dans ce que tu fais? C'est-à-dire, est-ce que vraiment tu aimes tes clients? Et souvent, je dis une chose, c'est que, OK, si tu aimes vraiment tes clients, alors je comprends pas.
pourquoi tu n'es pas encore plus engagé dans ta mission d'en servir plus? Si tu sais que ta solution, elle est extraordinaire, qu'elle peut transformer, tu vois, positivement une fois plus la vie de tes clients, pourquoi tu te contentes de servir une poignée de clients quand tu pourrais servir tout simplement une masse de clients? Et aujourd'hui, les entreprises qui ont compris ça et qui sont au service justement de millions de clients, c'est ce qu'ils font, qui sont milliardaires. C'est ça. Oui, Nathalie. Oui, c'est super, tu as parlé de Steve Jobs, Apple, super, exemple d'un service, effectivement, vaste, quand on arrive, en fait, chez Apple, on arrive dans un univers avec un imaginaire, des valeurs portées par une personnalité, forte qui a le souci, comme le disait Ourey, de servir le plus massivement et le mieux possible ses clients. Alors je dis ça, je suis pas cliente Apple pour autant, je suis extrêmement admirative de ce qu'a fait Apple, Steve Jobs et toute l'entreprise, et de la capacité, on en parlait tout à l'heure, à fidéliser également les clients, puisque en général, un client Apple achète rarement une seule chose, mais prend finalement les nouveaux iPhones, les nouveaux ordinateurs, les nouveaux équipements, iPod, etc. Et on voit qu'en fait, c'est une question de style, d'univers, de personnalité, et effectivement de percevoir que l'entreprise est entièrement dédiée à servir le mieux possible les clients. Donc Didier, je trouvais que ton exemple de Steve Jobs était excellent. Oui, effectivement, parce que moi je suis admiratif de Steve Jobs. C'est-à-dire qu'il est arrivé dans un domaine où on le connaissait pas. C'est-à-dire que la téléphonie, on le connaissait pas. Et c'est fou comment il a retourné le game, mais d'une façon extraordinaire. Déjà parce qu'il a compris une chose hyper importante. C'est pour ça que je continue à dire que il faut comprendre que le branding, la personnalité a quand même un rôle dans l'achat. Ça, c'est un rôle hyper important. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a très bien compris qu'au lieu de mettre Apple juste Apple, sa personnalité, son histoire, son storytelling dont on parle aujourd'hui, ça va jouer. C'est comme les artistes, aujourd'hui, ils ont compris quelque chose, c'est que tu peux très bien chanter, les gens vont aimer ta musique, mais si tu as envie de durer, entrer dans le cœur et dans l'esprit des gens, il faut une histoire qui accompagne tes outils. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont doués dans ton domaine d'activité, et c'est souvent quelque chose qu'on oublie, sinon on ne parlerait pas de vente aujourd'hui, c'est qu'on est dans un monde concurrentiel. Les gens vont vous dire, il n'y a pas de concurrents et tout. C'est n'importe quoi. Il y a des concurrents. Ils existent. C'est un rêve, là, de croire qu'on est amis et tout. Non, ça n'existe pas. Il n'y a pas une personne qui a son magasin d'optique et qui va prendre ces techniques, qui va les donner à son voisin qui est opticien aussi, en lui disant, voici comment ça fonctionne. C'est pas ça, là. On n'est pas dans le pays des bisounours. Donc, dans un monde concurrentiel, il y a des codes pour se démarquer du groupe. Il y a des codes pour exceller. Il y a des codes pour devenir le numéro 1. Souvent, on parle beaucoup de l'étranger. On peut prendre un exemple ici en France, parce qu'ici en France, on ne parle pas beaucoup des Français qui réussissent, parce que c'est une réflexion que je fais souvent avec mes élèves. C'est comme si en France, il y a un problème avec le succès. Chaque fois qu'on parle des gens qui réussissent, on parle toujours de l'étranger, alors qu'il y a des Français qui sont extrêmement doués. Et qui est très très fort. Oui, je vais juste terminer là-dessus, Nathalie. Un qui est très très fort et que j'apprécie aussi beaucoup, c'est Xavier Niel. Xavier Niel, comment il est arrivé dans le game, mais avec une offre, vraiment un souci de les gens, ils ont besoin de quoi? Comment on va faire la différence? Comment on va les aider? C'est quoi le service qu'on va proposer? À quel point, même s'il y a des erreurs, même s'il y a des coupures de temps en temps, les gens, ils savent que en termes d'offres, c'est dingue ce qu'ils proposent. Et c'est là où je dis encore que le fait de vouloir vraiment aider les gens, je pense que c'est primordial, parce que personne ne peut lutter face à l'amour. Personne. Tout le monde, n'importe quel prospect, a besoin d'entrer dans un magasin où il comprend qu'il est respecté, il est écouté et on lui veut du bien. Personne ne peut résister à ça. Mais si on est juste focalisé sur l'argent, comment je vais prendre, de l'argent, comment je vais profiter et tout, très vite,
on va peut-être avoir un succès un petit moment, mais dans le long terme, parce que l'entrepreneuriat, c'est toujours dans le long terme, on va pas gagner. Au grand sommet de la motivation, venez les amis, ça va être une dinguerie. On va parler des choses, je suis sûr que ça va énormément vous intéresser, parce qu'aujourd'hui, on oublie de plus en plus l'humain. Il y a beaucoup de personnes talentueuses, mais il faut apprendre à comment faire pour sortir du lot. Je pense que la communication peut énormément aider dans ce sens. Nathalie, je t'en prie. Je voulais justement prendre l'exemple de Xavier Niel, donc voilà, tu as anticipé ce dont j'avais envie de parler. Grande personnalité effectivement française, toujours dans le secteur de la téléphonie, qui pour le coup ne se positionne pas dans le high ticket, mais plutôt à casser les prix. Donc c'est intéressant de voir qu'on a affaire à une autre démarche, mais dans le fond, c'est toujours la même chose. On a une personnalité forte, avec un storytelling qui arrive en bouleversant son marché, avec une présence très, très incarnée, hein, Xavier Niel, et une volonté d'aider. Il suffit de voir ce qu'il a fait. Alors, on peut se dire que c'est de la com ou qu'il y a une volonté effectivement d'aider les gens, mais avec l'école 42, qui est quand même une école de programmation gratuite, sans forcément tous les filtres habituels pour rentrer dans les grandes écoles et où finalement on émerge par la performance. Hein. C'est vraiment l'idée de la chose. Il y a un message très fort dans l'idée, voilà, je veux donner leur chance à des talents, et c'est exactement ce dont tu parlais à l'instant, Didier, cette volonté d'aider sincèrement. Et il y a un signal très fort dans ce sens-là, et je trouve aussi dans tout ce qu'a fait Xavier Niel. Alors, pas forcément tout, je n'ai pas le petit détail de son historique, mais en tout cas, oui, en France, on a aussi des personnalités très fortes qui peuvent incarner ce type de posture. Ouais, ouais. Yes. Et si tu es en France et que tu as envie également de changer la donne, c'est-à-dire, c'est vrai que souvent on prend des exemples américains, bah écoute, viens au grand sommet de la motivation et fais partie de ces leaders qui vont impacter leur marché à leur niveau. C'est ça. Parce que pendant le grand sommet de la motivation, c'est une journée où il y a tellement d'experts. D'ailleurs, Oreille sera là, Nathalie aussi. Et le but du grand sommet de la motivation, c'est justement de parler de succès. C'est de se motiver. Moi, je ne sais pas, vous allez me dire ce que vous pensez, mesdames. Moi, je trouve qu'on sous-estime beaucoup la motivation. On sous-estime beaucoup la motivation. Aujourd'hui, il y a même des gens qui font des vidéos en exprimant que non, la motivation, ça sert à rien. Ce qui compte, c'est la discipline. Moi, comment j'entends ça, je suis vraiment choqué. Franchement, je suis choqué. Je me dis, mais la motivation, c'est le truc qui est le plus accessible à tout le monde. Le problème, c'est que ceux qui sont les détracteurs de la motivation, ils disent que ça ne dure pas. Et moi, je me pose la question, je me dis, mais qu'est-ce qui dure en fait? La joie, ça ne dure pas éternellement. L'amour, non. La confiance en soi, non. Toutes ces choses-là ont besoin d'être ravivées. Et la motivation, c'est pareil. Si on est tous réunis là aujourd'hui, c'est parce qu'on est motivé pour ce live. On est motivé pour apporter de la valeur aux gens. Il y a quelque chose qui vient nous chercher en fait. Et la motivation, je trouve que c'est une énergie tellement forte qui peut nous amener à réaliser des projets, des actions qui peuvent nous sembler difficiles, compliquées, impossibles. Et je dis souvent aux gens que quand je suis en conférence que tu peux être plus intelligent que moi, tu peux être plus malin que moi. Moi, j'ai juste besoin d'une chose. C'est de deux choses en réalité. C'est du temps et d'être motivé. Parce que si j'ai le temps nécessaire et que j'ai la motivation, ne t'inquiète pas que d'ici quelques temps, je serai aussi bon, aussi doué que toi. Et la motivation, je trouve que c'est... on oublie souvent son importance. Même pour être discipliné, il faut de la motivation. Il faut de la motivation pour rester concentré. Pour la discipline, ça ne naît pas comme ça. Et c'est pour ça que moi, ce mot-là, il me parle beaucoup. Il faut juste savoir comment la cultiver. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bah, déjà, moi, j'aimerais dire qu'aujourd'hui, les gens qui disent la motivation ne dure pas, est-ce que la discipline dure? Parce que je connais des gens qui sont disciplinés pendant un mois. Est-ce qu'ils sont disciplinés pendant un an? Très rare, tu vois. Des gens comme, si on prend, je ne sais pas, Cristiano Ronaldo, pour ne pas lui faire de pub, mais vraiment qui, je pense, est un archétype de la discipline, j'en connais pas des masses, tu vois. Donc oui, la motivation, on peut dire qu'elle est éphémère, mais pour moi, la discipline également est éphémère. Et je vais juste donner une nuance. Est-ce que quand tu vas voir quelqu'un, un entrepreneur, il te dit, écoute, moi, je suis discipliné à servir mes clients. Comment ça résonne chez toi? Et va voir un entrepreneur qui te dit, écoute, moi, je suis super motivé à servir mes clients. Qu'est-ce qui fait plus de sens pour toi?
La discipline ou la motivation? Oui, je trouve qu'avant, comment dire? En dessous des actions de discipline, il y a toujours des motivations profondes quand même, en fait, quand on gratte, tu vois? Excellent, c'est exactement ça, c'est exactement ça. Et je crois que c'est souvent ce que les gens ils oublient. Je suis même parti je me suis tellement posé la question, je me suis dit mais comment les gens ils peuvent se tromper autant sur la motivation. Comment ils peuvent se tromper autant? Parce que la motivation, c'est vraiment le truc que c'est tellement intime à toi et que quand tu arrives à aller toucher le feu sacré, mais une personne je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de la dame qui est devenue la première dame américaine, qui est devenue première dame noire, qui est entrée au Congrès. Elle, il faut savoir que ses parents, ils étaient dans un coin perdu, sans lumière, mais vraiment dans la cité. C'est-à-dire qu'ils devaient faire des centaines de milliers de kilomètres pour qu'elle vienne au monde, juste pour aller à l'hôpital. Et le même nombre de kilomètres à pied après l'accouchement. Mais les parents ont toujours gardé en tête, en esprit, que ce qu'ils sont en train de vivre, ils veulent le meilleur pour leurs enfants. Les enfants, il n'y avait pas de télé, vous imaginez bien. Dans une pauvreté, vous n'imaginez même pas. Et la maman, elle faisait quand même les efforts pour qu'il y ait des magazines, pour que les enfants soient dans une librairie. Mais les gens ne réalisent pas que la motivation, c'est vraiment une connaissance de soi, que je ne suis pas parfait, je ne suis pas parfaite. J'ai des lacunes, j'ai des difficultés, mais je veux ça. Je veux cette vie. Je veux réussir ça. Je veux améliorer mes ventes. Je veux réussir en tant qu'entrepreneur. Malgré tout ce que les gens me disent qui me manque, malgré mes défauts, malgré le fait que je suis le dernier ou bien que j'ai pas d'argent, peu importe, je veux avoir ça. Et c'est souvent ce qu'on ne comprend pas, c'est que ce sont les personnes qui ont vraiment une capacité extraordinaire à se motiver tout seuls qui arrivent à tout faire péter. À tout faire péter. Pourquoi? Parce que quel que soit ce que les gens vont dire, au fond d'eux, ils ont quelque chose de spécial qui fait en sorte qu'ils arrivent à se parler, à se conditionner tout seuls pour avancer malgré tout. Souvent, quand j'accompagne les gens en conférence ou bien mes élèves, je suis toujours fasciné en me disant que c'est un groupe de personnes à qui je suis en train de donner la même information, mais il y a certains qui vont se comporter beaucoup plus, ils vont tous réussir là, mais chacun à son rythme et à sa façon. Et avant, on nous disait à l'école que c'est l'intelligence. Tel est plus intelligent que l'autre. Aujourd'hui, je sais que ça n'a rien à voir avec l'intelligence. C'est qu'il y en a qui sont plus motivés que les autres. C'est tout en fait. C'est-à-dire que même si je doute de moi, même si j'ai le syndrome de l'imposteur, je vais travailler beaucoup plus que les autres. Je vais aller chercher les réponses. Je vais prendre mon argent. Je vais payer. Je vais demander aux gens. Je vais lire. Et ça, quelque part, je crois qu'on a changé le mode de motivation parce qu'on ne veut pas. On a enlevé à la motivation son pouvoir, mais parce que quelque part, je crois qu'on ne veut pas remettre aux gens leur puissance. Parce que la meilleure façon de rendre les gens faibles, il suffit juste de changer la signification de certains mots. Où tu sais que ces gens-là, s'ils comprennent ce mot-là, ça peut tout changer. La motivation, les amis, on rigole pas avec ça. Tout ce qui nous permet, que ce soit Nathalie, Aureille, tout ce qu'on est en train de réaliser, tout ce que vous aimez là, les personnes qui réussissent là, c'est une putain de motivation. Excusez-moi là, mais parce que c'est vrai, c'est une motivation qui l'année prochaine, ça peut être une dinguerie. Mais parce que tu as décidé que ça va être une dinguerie. Motivation, c'est un lien avec la volonté. Et cette volonté-là, moins tu l'auras, moins tu vas la muscler, moins tu auras du pouvoir. D'où l'importance de la motivation. Merci Nathalie, tu m'as lancé là-dessus, là, c'est... Oh bah, c'était génial et puis j'ai l'impression que oui, finalement, la plus grande des motivations, c'est l'amour, quoi. L'amour, de bien servir son client, l'amour de ce qu'on fait, l'amour de ce qu'on propose, de son produit et cetera. Tu l'as évoqué, Didier, et c'est vrai, le plus grand moteur à l'action, le plus grand motif à l'action, c'est pourquoi cette, mère finalement,
à transporter son enfant et essayer d'amener de la culture alors que c'était très difficile pour ses enfants, c'était l'amour finalement, tu vois. Y a-t-il plus puissant que l'amour? Je ne sais pas. Je fais une petite parenthèse, venez au grand sommet de la motivation, motivez-vous, c'est l'occasion ou jamais, sortez de chez vous, prenez un peu l'air, tout le monde a besoin de ça en ce moment, ok. Qu'importe votre motivation, qu'il s'agisse de rencontrer quelqu'un, rencontrer des gens sympas, qu'il s'agisse d'oser enfin sortir de chez vous. didiergelanor.fr, très facile à trouver, prenez votre place, il en reste quelques-unes, ce serait vraiment dommage de rater ça, d'autant plus que c'est pas tous les ans qu'on sera tous ensemble à votre disposition lors de cette journée. Je ferme la parenthèse. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, peut-être Aurélie, sur le fait que le plus grand moteur à l'action, finalement, c'est l'amour? Tout à fait. C'est la raison pour laquelle, souvent, certaines personnes vont dire, moi, en gros, ouais, l'argent, c'est pas le plus important, l'argent ne fait pas le bonheur, etc. On voit ça, notamment beaucoup en francophonie. Et bon, quand bien même, on va dire que tu restes dans cette optique-là de l'argent, c'est pas important, etc. C'est bien de te demander, en fait, pour qui tu aimerais gagner plus d'argent. Parce que des fois, en fait, même si on ne le fait pas pour soi, quand on se demande pour qui, ça peut justement nous motiver. Par exemple, moi, aujourd'hui, je sais que je suis maman. Et en tant que maman, j'ai envie d'offrir le meilleur à mes enfants. Donc, même si je peux me dire aujourd'hui, ma vie, elle est confortable, est-ce que leur vie sera confortable plus tard? Je ne sais pas. Donc, aujourd'hui, je suis motivée, effectivement, à passer à l'action, à faire ce qu'il faut pour mes enfants, tu vois. Donc, le pour qui peut déclencher une motivation. Ouais. Je trouve, comment dire ça, c'est qui m'amène à partager quelque chose, c'est que je me suis rendu compte, et avec ma propre expérience et avec plusieurs conférences et formations que je donne, que l'être humain est tellement doué pour se mentir. Il est tellement doué. Je trouve que c'est notre malheur à nous en tant qu'être humain de se raconter des histoires. On peut se raconter des histoires et y croire, mais à fond. Mais tu ne sais même pas que tu es en train de te mentir depuis des années, en fait. Tu n'es même pas conscient que, en fait, là, tu as dit que tu es devant les gens, tu es bien, mais tu te rends même pas compte que tu es en train de te raconter des histoires. Le fait de dire que voilà, l'argent ne fait pas le bonheur, et c'est fou parce que tu travailles, même si tu as des preuves, hein, c'est-à-dire tu te lèves le matin, tu te lèves à 5 heures, tu te lèves à 6 heures, tu peux travailler jusqu'à, je sais pas, 19 heures, 20 heures pour certains, pour avoir ta paye à la fin du mois, et tu dis quand même que l'argent ne fait pas le bonheur. C'est-à-dire que tu prends ton temps pour ça, tu donnes à quelqu'un, mais tu es quand même là en train de dire aux gens, ça fait pas le bonheur. Tu vas dans ton compte à banque, tu as découvert, tu payes, tu vois tout ça, et tu dis que ça ne fait pas le bonheur. C'est ça encore qui me choque, en me disant que, mais l'être humain, c'est fou à quel point, du moment où il est déjà programmé pour quelque chose, même s'il voit les signes contraires, il ne se réveille pas. Jusqu'au moment où il a le déclic. Je le sais parce que quand je me suis retrouvé dans la rue, je me pose encore la question de savoir, mais comment c'est possible quand même que je me suis retrouvé dans la rue? Je me dis, mais ça veut dire que je me racontais vraiment des conneries. Et c'est faux parce qu'on peut aussi se raconter des conneries sur notre potentiel. C'est-à-dire que aujourd'hui, on gagne une certaine somme d'argent et on croit qu'on est destiné à ça et qu'on ne peut gagner que cette somme d'argent et qu'on ne peut avoir que ce succès. Alors qu'en réalité, ça, ce n'est qu'une représentation de ce qu'on croit là. C'est-à-dire qu'il y a une autre réalité qu'on peut créer où on peut aller tellement loin dans notre réalisation. Et moi, ça me conforte sur le fait que le truc le plus important que j'ai compris ces dernières années, c'est que c'est important qu'on soit authentique avec nous-mêmes. C'est-à-dire que, au-delà de ce qu'on pense dans notre tête, c'est utile de voir vraiment notre vie. C'est-à-dire, je regarde mon compte en banque, je regarde vraiment ma vie, j'ai un stylo et est-ce que ça me convient vraiment? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux vivre? Au lieu de rester juste dans une illusion de paraître, de se donner. Et je trouve que c'est la meilleure façon de savoir après, maintenant que je sais ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Comment je fais pour changer le game? Comment je fais pour changer ma vie? Comment je fais pour passer à un autre niveau? Parce que les gens qui ont réalisé des choses vraiment exceptionnelles, ce sont des gens qui sont très authentiques avec eux-mêmes.
Ils ne se racontent pas d'histoire. Très authentique. Ce qui fait qu'ils ont tellement une puissance extraordinaire quand ils passent à l'action parce que ils savent pourquoi ils font ça. Et je crois que si on fait ça quelque part, et je m'arrêterai là-dessus, c'est que je pense qu'on a besoin, et je le sais encore, hein, parce que j'étais dans la rue, on a tellement besoin de protéger notre ego. Parce que je ne sais pas si vous remarquez, quand il y a un problème, la première chose qu'on fait, on pointe les autres. C'est de ta faute, c'est de ta faute. Mais parce que être vulnérable, c'est pas si simple que ça. De se dire que putain, j'ai des outils, mais je suis en train de faire la merde. Tu vois, Ouais. j'ai un potentiel extraordinaire, mais putain, je suis en train de faire la merde. Et les gens, ils ont du mal à affronter ça. Mais je crois que quand tu commences déjà à te voir comme ça, mais tu peux faire des trucs de dingue, de dingue, de dingue, parce que tu t'es honnête avec toi-même. Et voilà, je voulais juste partager ça, et c'est ça qui m'a évoqué avec ce que on disait tout à l'heure. On disait tout à l'heure. Voilà. Les amis, si vous aimez, mettez des réactions, mettez des cœurs, mettez des pouces, mettez des likes, soutenez le live, donnez-nous de la force et venez au grand sommet de la motivation. Ce que tu viens de dire, ça m'a évoqué une phrase. J'ai été coachée, formée au closing par Rachid Akbal, qui est un closer de l'équipe KP Publishing, Coleman Publishing, qui disait souvent, avec qui j'ai fait une vidéo, et qui disait souvent, les histoires les plus dangereuses sont celles qu'on se raconte. Voilà. Je voulais repiquer sur cette phrase parce que je la trouve très puissante. Elle n'est pas de moi, donc j'ai cité Rachid, qui d'ailleurs, j'ai vu, il est dans tes contacts depuis peu. Les histoires les plus dangereuses sont celles qu'on se raconte. À méditer. Ouray, quelque chose? Ouais, bah après, en tout cas, pour finir, on va dire, sur le côté effectivement histoire, etc., c'est vrai que ce qu'il faut savoir, c'est que l'histoire que tu te racontes crée la réalité que tu vois autour de toi. Donc, si tu veux changer ta réalité, change l'histoire que tu te racontes, tout simplement. Waouh. Complètement. Des mots. On en parlait la dernière fois, Didier. Le pouvoir des mots est extraordinaire. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est tellement extraordinaire, et on nous a tellement habitués au fait que ouais, il faut que tu sois l'acteur de ta vie, il faut que tu sois l'acteur ou l'actrice de ta vie et tout. Mais ces conseils-là, j'étais à fond là-dessus il y a encore quelques années, mais c'est de la merde ce conseil, c'est n'importe quoi ces conseils, c'est non, sois pas l'acteur, sois pas l'actrice, mais sois le réalisateur, sois la réalisatrice, sois la personne qui va écrire le script, qui va décider ce que l'acteur et l'actrice. C'est marrant. Moi, j'ai dit soit l'auteur. J'aime bien l'auteur, autrice, auteur. C'est ça, c'est ça. Sois la personne, tu sais que le 16 novembre, qu'est-ce que je vais faire? Je vais être là-bas. Moi, j'ai des gens qui me disent, ouais, je sais pas, je vais voir. Et je lui dis, t'as un truc le 16 novembre? Et la personne me dit, non, non, je sais pas, mais c'est au cas où j'ai quelque chose. Je me dis, mais justement, soit la réalisatrice décide le 16 novembre, le 25, le 31, voici où je veux être, avec qui je veux être, comment je veux vivre ma vie. L'année prochaine, pendant les vacances, je vais être dans tel pays avec ma femme, mon chéri, nanana, avec ma famille. Et je crois que cette perte de pouvoir, je sais pas d'où ça vient, mais il faut vraiment qu'on commence à devenir les acteurs, les réalisateurs, pardon, de notre vie en fait. Comme toi tu dis, Nathalie, les auteurs, le script, le scénario. Écris ton propre scénario. Ne suis pas le scénario des autres. Et ça encore, ça fait partie des trucs qu'on raconte dans le développement personnel qui moi me choquent. Acteur de sa vie. Et non, ça veut dire que toi tu fais ce que quelqu'un a décidé pour toi. Et ça, c'est la programmation, et on est tous là-dedans. L'idée, c'est de sortir de ça. Merci Agathe, qui partage le lien. Merci beaucoup, c'est super. Merci, Agathe. Merci. Reprends le pouvoir créateur sur ta vie. C'est extrêmement puissant ce que partage Didier. Vous n'êtes pas des acteurs d'un scénario écrit par d'autres. Vous n'êtes pas obligé d'attendre que votre copain, votre meuf, votre mère vous dise quoi faire le 16 novembre. Ou votre patron. Inscrivez-vous, venez, rejoignez-nous, reprenez votre pouvoir sur votre vie. Oreille. J'ai Mariama qui dit dans les commentaires, parce que les gens calculent ce qu'ils vont perdre au lieu de voir les opportunités qu'ils vont gagner. Et c'est vrai que souvent, regardez qu'est-ce que ça va te coûter. Ok, ça va te coûter peut-être du temps, un tout petit peu d'argent, mais en réalité, quelles sont déjà les opportunités que tu as perdues parce que justement, il te manque en fait des clés
tu vois, des pépites, des stratégies dont tu n'as même pas conscience et qui t'empêchent finalement d'aller beaucoup plus vite là où tu veux aller. Donc, au lieu de regarder ce que ça va te coûter, regarde qu'est-ce que ça ne te coûte pas aujourd'hui, ou qu'est-ce que ça te coûte aujourd'hui justement d'être dans la situation dans laquelle tu es. Et je suis persuadée que les gens, effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, Didier, sont doués à se raconter des histoires en se disant: «Oh, mais ça va, ma vie n'est pas trop mal». Mais en réalité, tu sais même pas où est-ce que tu pourrais être, tu vois? C'est C'est ça. ça, c'est ça. Et oui. ça. Qu'est-ce que tu as perdu à ne pas te bouger jusqu'à maintenant, quoi? En fait, le manque à gagner, comment dire, comment on appelle ça? La perte à l'action, c'est un terme, zut, j'ai mangé le terme technique. La perte à l'action. Oui, il y a un terme qui existe, qui est proche de ça. Le coût de l'inaction? Le coût de l'inaction. Merci, Oureille. On voit qu'on a affaire à une vraie professionnelle. Le coût de l'inaction. Si vous ne bougez pas, ça vous coûte, ça vous a déjà coûté et ça vous coûtera dans l'avenir et beaucoup plus que ce que vous acceptez de voir aujourd'hui. Les amis, je vous propose qu'on repasse sur l'infographie. On a vu les principales erreurs, on peut voir peut-être les bonnes pratiques. Moi, je dirais que les bonnes pratiques, pour les découvrir, venez au Grand Sommet de la Motivation. Okay. C'est pas qu'on leur donne 2-3 petites pistes? Allez, donnons-leur quand même un peu. On ne verra jamais ce qu'on partagera le 16 novembre. Ah, sinon, on s'arrête là, Aurélie. C'est ok. C'est vendredi, on est généreux. C'est vendredi. Allez, c'est vendredi, on est généreux. Vous avez vu comment j'ai négocié pour vous avec Oureille. Alors, j'espère que vous allez apprécier. On donne un maximum. Alors, mais sérieusement, il n'y a rien de plus puissant que d'être en présentiel. Hein. On en parlait la dernière fois avec Didier, mais c'est la différence entre être à un concert en présentiel avec les musiciens, vivre la vibration, pouvoir les rencontrer après, par rapport à regarder un concert sur votre écran. Vous imaginez bien que ce n'est pas la même chose. Donc, venez en présentiel. Merci. Alors, quelques idées de bonnes pratiques. Ce sont des grands principes. D'accord, mais qui sont toujours utiles. Donc, au lieu de s'intéresser à sa petite personne, s'intéresser aux besoins, aux émotions du client, s'intéresser à l'autre, se décentrer. Apprendre à utiliser le storytelling, raconter des histoires, des fois des petites histoires, okay, pour donner envie de choisir sa solution. Créer un sentiment d'urgence sincère. C'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui. Le Grand Sommet de la Motivation aura effectivement lieu le 16 novembre, c'est-à-dire dans 8 jours. Donc, il est temps de vous bouger tant qu'il reste quelques places. Miser sur la preuve sociale des données mesurables, c'est aussi ce qu'on fait aujourd'hui. Vous pouvez voir défiler des tonnes de commentaires. Ça montre qu'il y a du monde, qu'on est suivi, qu'on est plus que crédible. Donc, voilà, preuve sociale. Il y a du monde, il y a des réactions, il y a des question de l'engagement, ça augmente la crédibilité. Vous voyez, on n'est pas obligé d'être dans le fait d'affirmer, on peut simplement le montrer. Voilà. Être transparent et honnête, y en parler, très important. Et ça se perçoit quand vous ne l'êtes pas, donc inutile de jouer à ça. Engager les gens avec des questions, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, on répond à vos questions. Et personnaliser le message, ne pas être trop vague, flou, on s'adresse à des gens et plus c'est personnalisé, mieux c'est. Ça vous évoque des choses? Moi, je dirais, pour résumer tous ces points-là par rapport à ce que tu as partagé, c'est vraiment le concept d'être intentionnel dans ce que l'on fait. Parce qu'en fait, l'intention que tu fais est beaucoup plus importante finalement que ce que tu fais même. Et l'intention également se ressent. Si tu es sincère, si tu es honnête, ça va se ressentir. Si tu es en mode fake it until you make it, etc., pareil, des trucs comme ça qu'on entend sur le marché, là, c'est n'importe quoi. Ça se ressent en fait. Quelqu'un qui est faux, ça se ressent. Si tu joues un personnage qui n'est pas le tien, ça se ressent, tu vois. Et quand tu es dans cette intention sincère de mieux communiquer, de mieux servir, ça se ressent en fait, c'est impalpable, c'est énergique, tu vois. Ça se ressent, donc vraiment, sois intentionnel dans ce que tu fais, aie des bonnes intentions envers les gens, parce que ça se ressent aussi. Tu sais, dans la vie, c'est simple, hein. Des fois on parle du karma, mais en réalité, c'est même, je dirais, l'effet boomerang. Ce qui émane de toi, c'est ce que tu reçois. Donc, si tu es en mode fake it, tu vas attirer des gens faux comme toi. Donc, je pense pas que ça va te porter, tu vois, ça va porter ses fruits. Merci, Oreille. Wow. Et ce que moi je pourrais ajouter là, c'est on est en train de le voir aujourd'hui et c'est vraiment magique avec l'actualité.
que nous avons aujourd'hui, les amis, il faut viser le long terme. Ouais. Viser le long terme. Viser le long terme. Il faut se défocuser de là tout de suite, maintenant, qu'est-ce que je gagne, bâtis ton entreprise, bâtis ce que tu fais dans le long terme. C'est vraiment ça le secret. Il y a des personnes qu'on appréciait beaucoup, comme P. Diddy, super, c'est génial, c'est beau, c'est fast, c'est top. Et là, le château de cartes, bim. Parce que souvent, les gens, ils ne voient pas dans le long terme. Et n'oubliez pas, les amis, ça, c'est un truc qui est vraiment fondamental. On en parlait tout à l'heure, l'amour. Ce sont les gens qui vous élèvent et ce sont les gens qui vont vous détruire. D'où l'importance d'améliorer la relation que vous avez avec les gens. Ça doit être votre priorité. C'est pas vrai, le self-made man. Je me suis construit tout seul là. C'est les contes de fées là. On ne se construit pas tout seul. Pour que moi, Didier Gélanor, je sois devant vous, il a fallu qu'il y ait des tas de personnes qui me disent comment faire, qui me disent comment ne pas faire, que j'ai dû payer, pour être là où je suis là aujourd'hui. Et les gens qui m'incensent là, pareil, on est là avec Oreille, avec Nathalie, c'est les gens, c'est la relation. Ouais. C'est la relation, d'où l'importance de la communication. Parce que ça nous permet d'établir des relations fructueuses avec les gens. Et c'est ça qu'il faut chercher aujourd'hui. Relations fructueuses. C'est hyper important dans le long terme. Et je vous dis que c'est tellement puissant parce que quand on voit même encore aujourd'hui avec Trump qui est devenu président, c'est exactement ça. La communication, les amis, c'est une dinguerie. C'est une vraie dinguerie. Parce que comment c'est incompréhensible ça. C'est-à-dire quelqu'un, il est poursuivi, on connaît tous son CV, il est quand même président. Ça, normalement, on doit s'asseoir et on doit se dire, il y a quelque chose à apprendre là-dedans. Il y a un truc à comprendre. Il y a un truc à apprendre. Il y a un truc à apprendre, il y a un truc à comprendre. Parce que, et là, ça montre un truc vraiment fondamental, c'est que, et c'est vraiment dans la culture, dans les valeurs, c'est que les gens vont te suivre dans ta valeur. Et nous, ce que nous voulons, en tout cas moi, dans mon objectif premier, c'est vraiment de créer ce leadership. C'est qu'on devienne tous des leaders. Et quand on voit des gens comme Trump, on a beau l'aimer, ne pas l'aimer, ça, c'est un tour de force extraordinaire. Mais pourquoi ? Mais parce que, comme on le disait tout à l'heure, les gens vont vous acheter vous avec vos valeurs. Et ceux qui vont vous détester, ils vont travailler avec d'autres personnes, il n'y a pas de souci. Mais le truc le plus fondamental qu'on doit retenir chez Trump, c'est l'authenticité. C'est-à-dire que tu es comme tu es, tu as tes valeurs, que ce soit pourri ou nanana. Ceux qui vont t'aimer par rapport à ça, t'aimeront par rapport à ça, ceux qui vont te détester par rapport à ça, te détesteront. Mais ça montre toujours que les valeurs sont hyper importantes. Les valeurs sont hyper importantes. L'authenticité. Et le problème, comme je le disais tout à l'heure, c'est que la plupart d'entre nous, on ne connaît pas assez qui on est en fait. Du coup, difficile de se mettre en avant, vraiment difficile d'assumer qui on veut être, parce que le seul truc, c'est que le mec, il assume tout ce qu'il fait. Les conneries, comme des bons coups, il assume tout. Et comme les États-Unis sont forgés dans cette optique-là, parce que les États-Unis, il faut pas confondre, c'est pas la France là, les États-Unis, c'est une entreprise. C'est-à-dire que ce sont des entrepreneurs. Ça a été conçu dans le but de venez l'Irlande, venez l'Italie, venez, ok, on construit un truc, d'accord, c'est une entreprise. Et dans une entreprise, ben, ils ont tellement compris ça, en fait. Ils ont tellement compris ça. Donc, les amis, soyons authentiques, soyons nous-mêmes, apprenons à nous connaître et apportons un peu de nous-mêmes à tous les gens qui vont nous rencontrer. Et ça sera à travers les valeurs. Moi, je m'arrêterai là. Ça m'a fait énormément plaisir d'être avec vous. Venez au grand sommet de la motivation. On a hâte de vous retrouver. Ça va être une dinguerie avec Nathalie Oreille et plein d'autres personnes qui vont nous retrouver. Long-term relationships with long-term people. Nous, on est des long-term people. Avec Oreille, avec Didier, on se connaît depuis des années. On a travaillé à plusieurs reprises ensemble. On sait qu'on peut compter les uns sur les autres. Moi, quand j'ai proposé ce live à Didier, à Oreille, je savais qu'ils viendraient. D'accord ? Parce que je sais que ce sont des gens de parole, de confiance. Je savais que ce qu'ils allaient délivrer serait de grande qualité. C'est ce genre de relation que je vous souhaite de réussir à créer avec des partenaires de long terme. C'est tellement beau ce que tu dis. Excuse-moi, Oreille.
Exactement. Et pour finir, en tout cas, par rapport à ce beau live déjà et toute la valeur qu'on a déjà pu partager, Didier parlait tout à l'heure notamment de Trump. Pour moi, ce mec-là, c'est juste une masterclass. Effectivement, il faut se poser, il faut analyser. Mais surtout, une erreur également qu'on peut voir dans la communication, quand il s'agit de vendre ou dans la communication de manière générale, c'est le fait, en fait, de vouloir plaire à tout le monde. D'accord? Aujourd'hui, on est d'accord que Trump, il y a des gens qui l'aiment, il y a des gens qui le vénèrent, il y a des gens qui le détestent au plus haut point. Le plus important, c'est d'être authentique et de ne pas, on va dire, avoir peur d'être clivant. Il a été clivant et finalement, ça lui a porté ses fruits parce qu'il il a été élu une deuxième fois, parce qu'une première fois, ce n'était pas suffisant, président des États-Unis d'Amérique. Rien que ça. Président du monde, hein. Donc franchement, les amis, ne cherchez pas à être dans ce truc de « je veux que tout le monde m'aime », mais cherchez vraiment à être qui vous avez envie d'être, tout simplement. Merci Aurélie. Merci Aurélie. Parce que ce qui est beau, c'est que Trump, avec sa personnalité, mais imaginez, vous êtes mieux que Trump, c'est-à-dire que vous avez des valeurs qui sont meilleures là. Donc imaginez ce que ça peut être. Imaginez ce que ça peut être. Voilà. La puissance d'être soi, finalement, et d'être pleinement soi, incarné, et de l'assumer et de l'ancrer. Ça, c'est moi dans toute ma puissance personnelle. Et que ça plaise ou que ça ne plaise pas, comme le disait Aurélie. Est-ce que vous voulez qu'on pérennise ce type de rendez-vous? Si vous voulez qu'il y ait une espèce d'émission comme ça, de manière régulière, sur des thèmes de ce genre, dites-le peut-être en commentaire, ça pourrait être l'occasion d'en échanger avec vous. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Aurélie, Didier. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous plaire d'avoir une petite émission comme ça en live multicanal? Parce que là, il faut savoir qu'on est sur LinkedIn, sur Facebook et sur YouTube en même temps. Moi déjà, je dois te dire là que pour moi c'est une découverte là. Parce que je savais pas que j'allais kiffer ce genre de truc autant, Nathalie. Je te jure, depuis la semaine dernière qu'on a commencé, je me dis mais en fait c'est trop génial ça. C'est trop génial, tu vois, t'as les gens, les questions et tout ça, c'est trop génial. Et je me suis dit, tu sais, avant qu'on arrive aujourd'hui, ça fait 2 jours, Aurélie me parlait des podcasts depuis, je crois, l'année dernière et tout. Et moi, je disais, ça y est, c'est bon, podcast et tout, j'ai pas le temps et tout. Et ça fait 2 jours là, je suis en train de me dire, mais en fait, c'est trop génial. Je suis passé à côté de quoi depuis tant de temps. Donc, bien sûr que si, ça me plaît trop, mais parce que on se rencontre. Je savais, en fait, ce qui me gênait, c'est que je savais pas que ça allait être autant vivant. Je crois que ce qui me plaît, c'est parce qu'on se connaît et que c'est sincère, c'est authentique et il y a pas de, c'est vrai en fait, et qu'on va être bienveillant l'un pour l'autre, alors qu'avec d'autres personnes, c'est tellement froid, c'est tellement plat, et je suis très content. En tout cas, merci pour l'invitation, ça me fait trop plaisir. Écoute, si on a une demande de la part des gens, parce que là, je vois les commentaires qui viennent, c'est super. D'ailleurs, est-ce que vous voyez les commentaires, Didier, Aurélie, vous voyez l'affichage? Ok. Cool. Et voilà, si on a une demande, on peut imaginer, programmer, on fait des lives régulièrement pour parler et répondre de manière vivante comme ça, effectivement, aux questions au fur et à mesure qu'elles arrivent. Aurélie, qu'est-ce que tu penses, toi? Écoute, avec joie. Moi, souvent, mon credo, c'est toujours partante pour partager de la valeur. Et si une pépite peut transformer la vie d'une personne ou l'inspirer à avancer, ce sera avec joie. Ok, génial. Waouh. Bon, vous avez vu, il y a Didier et Aurélie qui sont partants. Donc après, ça dépend de vous. Mettez-nous en commentaire si vous seriez intéressé par ce genre de choses. Ce sera l'occasion aussi pour nous parfois de réagir à l'actualité. Peut-être, par exemple, là, les élections de Trump, il y avait quelque chose à apprendre de manière évidente sur l'importance d'une communication puissante et authentique, et sur le long terme aussi, parce que, comme vous l'avez dit, Trump, c'est quelqu'un qui communique depuis très longtemps. Hein. Oh là là. Depuis très, très longtemps. Il a fait de la télé-réalité, il a été dans l'espace public, et finalement, est-ce qu'il récolte pas aussi les fruits de ça? Justement, c'est une masterclass. Il n'y a rien que ça là. Ça doit être un autre rendez-vous. C'est une stratégie tellement puissante. Et c'est sûr, en communication, ils sont meilleurs. Mais en même temps, c'est pas étonnant. Parce que souvent, je crois que c'est ça qu'on ne comprend pas. Quand quelqu'un est milliardaire, il faut que vous compreniez millionnaire ou millionnaire, entrepreneur, il faut comprendre que c'est quelqu'un qui envoie du lourd. Parce qu'on ne gagne pas de l'argent juste parce qu'on est juste on vend comme ça. Non, il y a une détermination, une motivation qui est
extraordinaire. Et surtout, c'est un entrepreneur aguerri. Donc, eux, ils sont focalisés sur les résultats. Et quand on est focalisé sur les résultats, on n'est pas là pour l'à peu près, en fait. C'est que on choisit bien qui nous entoure. Tout est tellement bien étudié. Et le seul truc qu'on aurait aimé là, c'est que il soit vraiment une meilleure personne là. Mais peut-être c'est un jugement qui est hâtif. Peut-être que plus tard, ça sera un autre sujet là. Mais en communication, c'est sûr qu'il est doué. C'est comme s'il s'est préparé à ça depuis longtemps. Ouais. Mais T'as vu The Apprentice, le film sur Trump? Moi, je l'ai regardé et en fait, tu vois comment il a été formé, notamment par un avocat de haut vol qui lui a appris des choses. Voilà, je t'invite à voir The Apprentice. Tu vas comprendre les coulisses finalement de l'émergence de Trump, qu'on l'aime ou pas. Effectivement, en tout cas, on apprend des leçons de communication. Après, si vous estimez que vous aussi, vous voulez apporter quelque chose au monde, montez en puissance en apprenant à communiquer pour incarner aussi vos idées, parce que refuser d'apprendre, c'est aussi quelque part accepter de ne pas donner de puissance à ses idées et donc laisser la place à des gens avec lesquels on n'est pas forcément d'accord. Et on finira par dire que, en réalité, nous portons tous un message. C'est de ta responsabilité, toi qui m'écoutes aujourd'hui, de diffuser ce message. Maintenant, il y a l'art et la manière de le diffuser, de le communiquer. Et c'est ce que tu vas venir découvrir au Grand Sommet de la Motivation. Donc, si tu n'as pas encore pris ta place, fais-le dès à présent. Et hâte de te retrouver le 16 novembre prochain. Merci Didier et merci Nathalie. Rendez-vous à Paris, Ouray. J'ai hâte de te voir de nouveau sur scène et puis de passer du temps avec toi. Didier aussi, merci pour avoir organisé cet événement extraordinaire. Et à vous qui nous écoutez, qui nous regardez, il reste quelques places. Prenez votre place, quoi. Redevenez effectivement auteur de votre vie. Reprenez votre puissance, reprenez votre pouvoir sur votre vie. Didier, je te laisse le mot de la fin en tant qu'organisateur du Grand Sommet. D'accord, merci. Ce que je voudrais vous dire, les amis, c'est n'ayez pas peur du succès. Je sais que vous pouvez avoir l'impression aujourd'hui que votre vie, elle va bien. Ce que je vous le souhaite, c'est super. Mais vous ne savez pas qu'il y a une autre porte qui peut être beaucoup plus fascinante que ce que vous vivez aujourd'hui. C'est souvent ce qu'on oublie. On est juste là en train de survivre, on se contente de ce qu'on a, mais je l'ai appris par ma propre histoire. Je pense que Ouray, Nathalie aussi, c'est qu'il y a tellement de belles choses, de belles opportunités et une vie encore plus extraordinaire qui nous attend. Mais pour ça, il faut qu'on soit à l'aise avec la réussite. Venez au Grand Sommet de la Motivation, on va passer un très très bon moment et on va parler de ces sujets-là sans langue de bois, avec authenticité, parce que c'est hyper important. Merci à tous. Moi, j'ai une dernière chose à dire, une mission pour vous qui nous écoutez. Et éventuellement, Ouray, si tu as envie de dire un dernier mot après, prépare-toi, je te redonnerai la parole. Mission, si vous avez déjà pris votre ticket pour le Grand Sommet de la Motivation ou que malheureusement vous ne pouvez pas venir, mais que vous connaissez des gens qui ont besoin de ça, des gens qui vont mal ou qui mériteraient peut-être d'apprendre à mieux communiquer parce qu'ils ont en eux une espèce de feu comme ça, un talent, quelque chose à amener au monde, dites-leur que ça a lieu, invitez-les éventuellement. Ça peut être l'occasion aussi de faire un cadeau à quelqu'un à qui ça ferait du bien, donc pensez aussi un peu aux autres. Ouray ? Très bien. Merci une fois de plus Nathalie et Didier pour ce bel échange. Merci à toi également qui nous écoute en live ou en replay. Et je finirai par cette citation que j'ai inventée qui dit que si ton objectif principal en te levant chaque matin, ce n'est pas d'avancer vers la direction de tes rêves, alors demande-toi pourquoi tu es encore en vie. Waouh. Ah ouais, toi tu donnes les coups de poing. Merci infiniment. On a du mal à vous quitter. On vous kiffe. On vous kiffe. Prenez bien soin de vous. Ça rend accro tout le monde, j'ai l'impression, non ? Ouais. Le 16 novembre, à très bientôt. Puis si vous voulez d'autres émissions, il suffit de nous le dire. Ciao, ciao. Ça, prenez bien soin.